8h30, Patrick Cohen. Voici la revue de presse de Marion Lagardère. Bonjour Marion. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, ce leitmotiv, il n'est jamais trop tard pour se rendre à l'évidence. Et oui, c'est l'aveu mot pour mot de Francis Cabrel dans Le Parisien. Je me rends, je me plie à l'évidence, dit-il. Le streaming, allons-y. Alors ça paraît un peu tardif 10 ans après la création de Deezer, après Spotify ou iTunes, mais voilà, le chanteur vient d'accepter, après une longue période de déni, de mettre ses albums sur les plateformes d'écoute en streaming. Je pensais que le streaming ralentissait les ventes d'albums, dit Cabrel, et puis j'ai vu mes enfants écouter de la musique comme ça, donc j'ai fini par m'abonner à une plateforme pour voir, et j'ai trouvé ça très pratique, découverte qui prête à sourire, mais mieux vaut tard que jamais, à chacun son tempo, pour reconnaître l'évidence. Un peu comme les pages politiques de vos journaux ce matin qui regorgent d'analyses au lendemain de la fête de l'humanité. L'évidence, comme le résume Éric Marty dans le Midi Libre, c'est que l'union de la gauche n'est pas pour demain. Guerre des gauches pour Sud-Ouest, guerre de succession, précise le journal de la Haute-Marne, où Christophe Bonnefoy tente de mettre sur un même pied d'égalité le patron du PC, Pierre Laurent, et Jean-Luc Mélenchon. Qui pour reconstruire, qui pour s'emparer des voix qui allaient autrefois vers le PS? Jean-Luc Mélenchon, écrit-il, semble avoir une longueur d'avance. Alors comme dans nombre d'éditos ce matin, on sent une pointe de déception. On aurait aimé plus de suspense, plus de concurrence, mais voilà, il semblerait que, a priori, selon toute vraisemblance, Mélenchon ait une longueur d'avance sur Pierre Laurent. Au rayon des constats politiques évidents, il y a aussi l'amateurisme du groupe des députés En Marche à l'Assemblée. 313 députés macronistes qui ne se connaissent pas et qui ignorent toujours ce qui les relie, écrit Nathalie Segonde dans l'Opinion. Pour y remédier, La République En Marche organise aujourd'hui un séminaire de travail. Objectif, briefer les nouveaux avec des séances de team building et des média training en coworking. Dixit les Échos. Il faut regarder le groupe tel qu'il est, explique un député. Il est composé de 300 gus avec une expérience politique limitée, voire inexistante. Conclusion de Laure Equi dans Libération. Avant de faire de la politique autrement, il faut d'abord faire de la politique. Libération qui publie un sondage via Voice en une réalisé auprès de 1000 personnes et qui pose 2 constats à la question « Qui la politique du gouvernement favorise-t-elle en priorité ?» Les personnes interrogées répondent les plus aisés à 53%, loin devant la deuxième réponse, tous les Français qui ne recueillent que 13%. Et puis, quelle est l'orientation de la politique menée? Pour les sondés, ça ne fait pas de doute, c'est évident, elle est actuellement de droite. Dans la presse également, le visage de Lou Bureau. Oui, c'est même la photo du jour pour les Échos, celle prise sur le tarmac d'Orly où l'on voit le journaliste libéré de sa détention en Turquie, entouré de son avocat et de la ministre de la Culture, Lou Bureau, qui, malgré son retour en France, est toujours sous la menace d'une condamnation par la justice turque. Sur le site du Huffington Post, Alexandra Mila rappelle que la Turquie reste la plus grande prison du monde pour les journalistes. 170 d'entre eux sont toujours emprisonnés, selon le classement de Reporters sans frontières. La Turquie occupe la 155e place sur 180 pays, derrière le Qatar, la Russie ou l'Afghanistan. Justement, à quoi ressemble le quotidien des journalistes en Afghanistan? L'ancien chef du bureau de l'agence France-Presse à Kaboul raconte sur le site Making of de l'AFP. Dans ce pays en guerre, écrit Anuj Chopra, la frayeur est monnaie courante. On éprouve le sentiment désagréable que les choses pourraient très mal tourner sans prévenir. J'ai donc développé un sens d'hyper-vigilance constante mais épuisante à la longue pour garantir la sécurité de mon équipe. Tous les déplacements sont prévus à l'avance. Où que nous allions, notre premier réflexe est d'identifier les issues de secours, mais même quand vous avez été témoin de l'horreur, il survient toujours quelque chose de pire. Et de raconter l'attaque au camion piégé à 2 pas du bureau de l'AFP, les vitres pulvérisées sur un rayon d'1 kilomètre, le carnage dans les rues, le chaos, la peur, 150 morts. En Afghanistan, dit-il, c'est toujours la saison des tueries. Les Afghans meurent en bien plus grand nombre aujourd'hui qu'à n'importe quel moment depuis l'invasion américaine de 2001. Le stress post-traumatique est une épidémie silencieuse et les jeunes ne rêvent que de partir. Et pourtant, conclut-il, on sait aussi y faire preuve d'une humanité sans bornes et de poster les photos de ses héros afghans à lui, une poétesse, une skieuse ou encore un trio d'humoristes à Kaboul. Photos et textes à lire donc sur le site Making of de l'AFP. Excellent site et toujours très instructif. Enfin Marion, il y a
la date très attendue de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. Et notamment les prestations à venir de Donald Trump et d'Emmanuel Macron. Il va falloir aller au-delà du tableau dressé par le président américain lui-même dans un tweet il y a un an, qualifiant l'ONU de club où les gens se rassemblent, bavardent et passent un bon moment. Un cliché pas totalement faux, juge Pascal Coqui dans les DNA. Il n'empêche, ajoute Guillaume Goubert dans La Croix, à défaut d'action, l'ONU est au moins la garantie que tous les points de vue peuvent s'exprimer. Alors il y a l'Assemblée générale, mais il y a aussi les rapports produits par l'institution qui nous parlent de l'état du monde. L'Humanité publie par exemple les chiffres du rapport annuel de l'ONU sur la sécurité alimentaire et le constat est sans appel. La faim dans le monde progresse. Sur 7 milliards d'habitants, 825 millions de personnes souffrent de sous-alimentation, écrit le journal. C'est 11% de la population mondiale. C'est d'autant plus alarmant que jusqu'à présent, la faim régressait. En cause, la prolifération des conflits et l'impact du changement climatique. Famine au Soudan, insécurité alimentaire au Nigeria, en Somalie, guerre au Yémen. Un échec honteux pour les institutions internationales, déplore Clara Jamar de l'ONG Oxfam, qui rappelle l'évidence. La faim n'est pas due à une pénurie de nourriture puisque nous produisons largement assez de denrées pour toute la planète. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, Patrick, du refrain de la chanson La Corrida du streamer Francis Cabrel. Oui, qui est disponible sur Spotify ou sur Deezer. Voilà, oui. et qui dit très bien l'évidence avec cynisme et amertume, évidemment. Est-ce que ce monde est sérieux ? Est-ce que ce monde est sérieux ? Conclusion de la revue de presse de Marion Lagardère. Merci beaucoup, Marion. Europe 1.